Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui je reçois Jérémy Eloi. Salut Jérémy. Bonjour Margot. Tu es kitesurfer. Oui. Alors tu as été premier à la Coupe du Monde du Cap d'Agde, premier best tricks mondial du vent, troisième de la Coupe du Monde de Sable d'Olonne et j'en passe et des meilleurs. Bref, tu as atteint un certain niveau en kitesurf. Je voudrais que tu me racontes comment tout a commencé. Tu es originaire du Nord-Pas-de-Calais. Je suis originaire de Lille, donc c'est pas vraiment le meilleur endroit au monde pour faire du kitesurf. Mais je faisais de la planche à voile quand j'étais petit. Sur un lac à côté de chez moi, à 5 minutes, j'allais aller en mobilette. Et mon rêve, c'était d'aller voyager, d'aller à Hawaï. Donc je lisais les magazines. Mais toujours avec une planche à voile? Ouais, enfin, j'étais dans les sports d'eau. Donc ce que je voulais, c'était voyager. J'avais des magazines, je les dévorais. J'attendais qu'une chose, c'était de les recevoir. Et des destinations comme Hawaï, comme Tahiti, ça me faisait rêver. Ça me paraissait inaccessible parce que j'habitais près d'un lac et je naviguais sur un lac. Mais, ouais. Oui, donc début prometteur en tout cas, parce que tu as tout de suite été plutôt assez performant dans le sport, surtout que tu as commencé un peu en même temps que le sport prenait beaucoup d'impact, avait un impact médiatique. En fait, j'ai eu de la chance d'être à Dunkerque. C'est là qu'il y a eu la toute première Coupe du Monde, ouais, voilà, en 98, ils ont fait la première Coupe du Monde. Moi, je faisais de la planche à voile, je partais l'été au Maroc faire de la planche à voile dans les vagues du surf. Et puis le reste de l'année, j'étais un peu frustré parce qu'on n'a pas vraiment de vagues chez nous. Donc, et puis voilà, Coupe du Monde, ils faisaient des sauts à 10 mètres de haut sur de l'eau plate. Voilà. Comment font-ils? Je veux faire ça. Je veux faire ça. J'ai trouvé un job le soir et voilà, j'ai acheté mon premier kite. Il n'y avait pas d'école, c'était en plein hiver, donc il faisait 5 degrés dans l'eau. Et j'ai appris comme je pouvais. Donc tu as appris en fait par tes propres moyens, quoi. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de site internet, dans... il y avait rien, il n'y avait pas de vidéo. Il y avait juste un shop qui commençait à recevoir une aile au compte-gouttes. Et après, tu as voulu voyager, enfin, tu as voyagé un peu partout dans le monde. Hein. Tu as été, il y a 50 pays qui sont cités sur ton site, Hawaï, Venezuela, Irlande, Australie, Japon, Afrique du Sud, Mozambique, île de Pâques. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et comment t'en es venu à pouvoir faire autant de voyages? Qu'est-ce qui t'a permis d'accéder à ton rêve finalement? En fait, je suis parti en stage aux États-Unis pour mes études et je suis parti dans les gorges de l'Oregon. C'est un endroit où il y a du vent tout le temps. Et donc je voulais surtout y aller pour apprendre l'anglais et après voilà, les cours c'était pas très important. Donc j'ai allé le matin dans l'entreprise pour apprendre l'anglais et l'après-midi je naviguais, il y avait tous les meilleurs mondiaux. Donc j'ai navigué 3 mois avec eux tous les jours et il y avait une compétition à la fin. Et il y a la marque qui s'appelle North Skateboarding qui m'a demandé de les rejoindre dans le team international. Donc tout a commencé là et après je suis parti à Tahiti. Là c'est le rêve, les portes étaient ouvertes quoi. Ouais, c'était un peu inattendu en même temps parce que pour moi, c'était inaccessible, toujours. Je venais du Nord, c'était toujours le truc que je regardais un peu sur un piédestal, mais voilà, je suis arrivé tout s'est un peu déroulé. Et puis tout s'est enchaîné sans vraiment forcer, parce que voilà, on m'a demandé, et puis voilà, on m'a demandé d'aller à Hawaï. Après, je suis allé à Tahiti, et puis petit à petit, je rentrais plus. Et puis, voilà. Tahiti, c'était en 2006, c'est ça? Tahiti, j'ai plus ou moins habité 2 ans. D'accord. J'y suis allé avant, j'y suis allé en 2002. Enfin, j'y suis allé quasiment tous les ans. Ouais. Parce que t'as kitesurfé une vague qui est une des plus dangereuses, hein, c'est ça au monde? Ouais, c'est une vague qui s'appelle Tiopo. C'est une des plus. Je peux pas vous le répéter, j'avais peur de mal le dire. C'est une des vagues les plus puissantes au monde. En fait, c'est une dalle qui est à fleur d'eau et la mer est très profonde et la vague se bute clairement contre cette dalle, ce qui fait une vague très belle, très creuse. Le tube il est énorme, on pourrait mettre un camion. C'est une sensation de fou, non? Enfin, c'est un souvenir, j'imagine. Ouais, c'est un souvenir marquant, surtout au niveau de l'adrénaline, parce que c'était. Un peu peur, parce que tu prends un petit risque quand même. Ouais, c'est pas vraiment de la peur, parce que si on a peur, déjà on va pas y aller. Ouais. Et dans cette vague-là, il faut vraiment y aller. Si on n'y va pas, on risque justement de se faire mal. Donc, zéro appréhension. Non, c'est pas de l'appréhension, c'est juste de la concentration, je pense, avec de l'adrénaline. Donc je pense que c'est pas de la peur, mais c'est de l'excitation aussi, parce que j'ai envie d'y aller aussi, c'est pas quelque chose qu'on m'a poussé à faire. Alors c'est un sport qui peut se pratiquer jeune ou pas le kite? C'est toujours une question qu'on se pose parce que c'est quand même un peu périlleux. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, notamment la mer, le vent, ça peut être un peu dangereux au niveau de la sécurité. C'est quelque chose qui peut être pratiqué relativement jeune? Oui, alors j'en ai vu vers 7-8 ans commencer. Donc le matériel, il a vraiment. C'est quoi, c'est des petites voiles, ouais, c'est des petites voiles, petits vents avec des petites planches. Bon, le matériel, il a vraiment bien évolué sur la sécurité. Maintenant, on a un système de largage parce qu'on est attaché par le harnais. On a un système de largage qui est vraiment performant. Il y a une norme Ça veut dire quoi? Dès que ça va pas, clac, tu lâches? Voilà, il suffit de faire une petite pression et ça éjecte. On ouvre la voile. Voilà. Non, on a un leash qui a retenu, mais l'aile elle tombe et il n'y a plus de puissance. Donc le matériel il a vraiment évolué, c'était un peu le problème au début parce que tout le monde se lançait un peu n'importe où, il n'y avait pas vraiment d'école, donc voilà, il y avait quelques règles de sécurité à apprendre.
et dont ces normes qui ont été mises en place. Et maintenant, il y a moins de problèmes de sécurité. Il y en a encore quelques-uns, mais comme dans tout sport, il y a des accidents. Ouais, bien sûr. Mais en fait, dans ce que je disais, on est tenu par le harnais avec l'aile. Donc après, on a une barre et c'est du pilotage. On peut vraiment piloter avec 2 doigts. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de force. C'est juste une notion, il faut juste jouer avec l'équilibre et la force du kite. D'accord. Donc, et moi je me pensais vraiment que c'était genre, tu faisais tout avec les bras, quoi. Non, de toute façon, en planche à voile. Donc il y a beaucoup de filles qui font ce sport parce que ça ne demande pas forcément un physique exceptionnel. Oui, comme elles sont très faibles, on le sait. Non. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. Bah non, merci à toi. Bonne continuation surtout. Bon voyage, longue vie. C'est beau ce que tu fais. T'as beaucoup de chance. Merci Jérémy. Merci. Salut. Et bien voilà, ici dans ton vestiaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Men's Up TV. Salut à tous.